J'ai le plaisir maintenant donc de donner la parole à Barbara Truffin, que je remercie de nous avoir rejoints. Barbara est présidente du Centre d'histoire du droit et d'anthropologie à l'Université libre de Bruxelles. Licenciée en droit, Barbara est titulaire d'un doctorat en anthropologie, aussi d'un Master of Arts in Social Science de l'Université de Chicago. Elle enseigne l'introduction au droit et l'anthropologie juridique à l'ULB, et nous la remercions justement de poursuivre ce dialogue. Je ne sais pas de quelle clé elle parlera, mais de dialogue entre anthropologie et droit. Un tout grand merci. Je suis vraiment très très heureuse de participer à ce jubilé jubilatoire, et je remercie vraiment très vivement et très sincèrement les organisatrices, en particulier Diane et Fanny, et les organisateurs du colloque, de m'avoir associé à cette journée, et surtout de nous donner à tous et toutes l'occasion d'échanger avec un programme qui s'annonce absolument alléchant et chatoyant. Et donc, comme on vous l'a annoncé, c'est bien avec ma casquette d'anthropologue du droit que je vous propose, je vais mettre mon petit timer en même temps, sinon on risque des petits dépassements, mais donc c'est avec ma casquette invisible d'anthropologue du droit que je vous propose d'engager la réflexion aujourd'hui au sujet des actualités de cette interdisciplinarité, transdisciplinarité. On pourra y revenir, en m'arrêtant dans un premier temps avec Olivia Nederland, et je suis très heureuse de partager ce dialogue aujourd'hui avec elle sur l'émergence ou la réémergence des approches empiriques du droit. Et donc cet intérêt, on y reviendra, qui est prononcé, Diane l'a souligné tout à l'heure, même s'il est encore un peu timide, pour le terrain ou l'empirique. Il faudra peut-être qualifier ce qu'on entend par empirie dans le droit, se marque assez clairement ces dernières années par un nombre de colloques, de publications. Je vois ici l'une des organisatrices et éditrices d'un très beau colloque qui a été organisé à Bruxelles sur les données empiriques et les méthodes empiriques dans la recherche en droit. Je pense aussi au manuel publié par notamment Emmanuel Bernheim chez Thémis, un mouvement qu'on va aussi rencontrer, un intérêt pour le terrain, une approche du droit par le terrain, par les acteurs, par les situations, qu'on retrouve également évidemment dans d'autres ou sous d'autres latitudes latino-américaines notamment, d'où je reviens presque à l'instant, et je pourrais vous en dire peut-être un peu plus tout à l'heure si vous avez des questions à ce sujet. Donc un mouvement qui est quand même assez général, mais je vais, et donc ça, je pense que Olivia pourra le développer aussi, c'est l'intérêt pour l'empirique qui existe en réalité depuis assez longtemps en anthropologie. Pour m'y cantonner, on pensera notamment au fabuleux ouvrage de Llewellyn et Hubel, de Cheyenne Way, à partir duquel on reconstituait le droit Cheyenne sur base d'une reconstitution par entretien d'une série de trouble cases, donc des cas compliqués qui mettaient en évidence le raisonnement juridique. Donc un ouvrage publié dans les années 40, donc on voit bien un vieil ancrage sur les terrains, sur l'empirique, sur les récits en partage, mais les récits du réel pour penser le droit. Donc en anthropologie, ça va être principalement une discipline intéressante à solliciter ici, puisque ce goût pour le terrain est totalement consubstantiel à l'origine même de la discipline. Donc je vais utiliser cette communication pour mettre en lumière la relation qui est en fait de très longue durée entre le droit et l'anthropologie, pour y situer aujourd'hui l'intérêt et les limites actuelles d'une approche ethnographique du droit. Donc je reste dans l'anthropologie. Olivia pourra nous parler d'autres approches. Il y a évidemment d'autres manières de définir l'approche ethnographique et l'empirie en droit. La structure de mon exposé sera donc constituée de 4 temps. Dans un premier temps, je vais poser le constat de l'origine totalement imbriquée en réalité du savoir et des catégories conceptuelles. Tu tentes de faire quelque chose. Il y a un truc.
Ah oui, tu penses que... Il y a eu un petit voyant, tu vois, oui. faible. C'est bon, Pardon, Barbara. On est tout à fait multifonction. Je pensais qu'il y avait dedans, peut-être. Je pense que c'est plutôt en dessous ici. Oui, à mon avis, dedans, peut-être. Quelque chose. Réapparition et je remets mes notes en ordre. J'en profite donc. Donc le premier temps de l'exposé, maintenant, voilà, consiste donc à revenir sur l'origine des savoirs, dans un premier temps des proto-anthropologues, donc des premiers anthropologues du 19e siècle. Un savoir qui est totalement imbriqué avec les catégories juridiques conceptuelles donc du droit, dont la plupart de ces proto-anthropologues sont issus. Le deuxième temps de la communication va proposer un arrêt sur image en inversant au plus contemporain et en inversant les termes de la relation pour se demander dans quelle mesure, cette fois-ci, les études de terrain, les approches ethnographiques peuvent aider la connaissance du droit. Donc après avoir posé que l'origine même du savoir anthropologique premier est imbibé, complètement incrusté d'un imaginaire juridique propre à une époque et à des espaces particuliers, on s'intéressera sur la question de savoir si aujourd'hui les sciences sociales, qui évidemment entre-temps ont évolué, en particulier l'anthropologie, avec cette méthode, mais aussi peut-être cette manière de concevoir le savoir, peut éclairer, peut venir en appui dans la production d'une connaissance du droit. Alors on s'interrogera dans ce deuxième temps sur le type d'objectif que peut servir une telle approche ethnographique, à quoi ça sert en fait et comment, ça ce sera le troisième temps, observer un terrain juridique aujourd'hui. Alors je vais me limiter dans la communication aujourd'hui à m'appuyer sur ma propre trajectoire puisque je la connais mieux, pas toujours bien, il y a quand même encore des angles un peu morts dans ma pensée, mais ça me permettra de vous montrer à quel point l'approche ethnographique par le terrain permet de reconstituer ou de un petit peu résoudre certains impensés, certains nœuds qui sont propres à la pensée juridique. Et donc aussi comment ce goût pour le terrain peut structurer un cheminement et des objets de recherche. Le troisième temps de ma communication, lui, sera consacré au comment. Donc après avoir tenté de vous convaincre de l'intérêt des approches ethnographiques, j'essaierai de revenir sur le comment mettre en œuvre ces approches ethnographiques. Et il y a à cet égard vraiment différentes manières de le penser. Je n'ai pas dans cette communication vocation à vous dire il faut absolument faire de telle ou telle manière, mais de présenter une manière de couper le réel pour avoir le plus de rigueur et d'un savoir le plus robuste possible en fonction des questions qu'on veut éclairer. Et enfin, et ça me permettra aussi ce troisième temps de mettre en évidence ce qui constitue pour moi, la plus-value des approches dites praxéologiques. Donc là, je vous ai déjà noyé de termes d'ethnographie, d'anthropologie, et maintenant je viens avec praxéologie. On reviendra sur ce fabuleux vocable et surtout sur le fondateur, sans doute, de cette approche, qui est un sociologue en réalité, mais qui a créé l'ethnométhodologie. Voilà un nouveau jargonisme ici, l'ethnométhodologie avec Garfinkel, donc plutôt ancré dans une sociologie pragmatique. Et le dernier temps de la communication me permettra de revenir sur les limites et les défis auxquels ces démarches sont confrontées pour produire une connaissance du droit. Donc, premier temps de la communication, l'origine imbriquée des savoirs anthropologiques et juridiques ou de certaines traditions juridiques. Et donc là, il y a énormément d'écrits qui ont déjà éclairé cette question. Donc, les relations entre le droit et l'anthropologie sont des relations de très longue durée. Et on peut dire, avec Esteban Crotz, qui est un anthropologue mexicain, ou Norbert Rouland, qui est un historien du droit français, ou encore Baudouin Dupré, qui
est un islamologue, ethnométhodologue belge, mais vivant sous d'autres latitudes, et Irène Lidzola, qui fait sa thèse avec Baudouin-Dupré, que durant la deuxième moitié du 19e siècle, la science anthropologique va se constituer comme un champ professionnel, et ces relations sont alors vraiment très, 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 très imbriquées, très étroitement liées avec le champ de la jurisprudence. Donc énormément de juristes, de professeurs de droit. Ça va être le cas évidemment de Henry Summermain à Oxford, mais c'est aussi le cas de Lewis Morgan sur un autre continent, sont donc des juristes ou des savants, et avec les médecins, c'est les premiers contingents, si vous voulez, de professionnels qui vont produire une connaissance de la diversité culturelle qui n'a pas encore ce nom à l'époque. Mais c'est évidemment aussi avec l'essor des empires coloniaux que ces proto-anthropologues, que sont les administrateurs coloniaux et les savants, vont lier l'anthropologie naissante et le droit. Alors, quel est le projet finalement de ces proto-anthropologues, qu'ils soient des savants en chambre comme Maine ou des avocats un peu plus sur le terrain comme Morgan, qui va s'impliquer dans des luttes juridiques. Quels sont leurs projets avec les administrateurs coloniaux? Eh bien, c'est d'appréhender le droit comme un révélateur des sociétés, cultures et civilisations. Et donc ça, c'est quand même un projet assez particulier, puisque le droit devient une espèce d'étalon de mesure pour comparer des sociétés donc, qui sont envisagées comme évidemment, de manière très positiviste, comme étant des données qu'on peut extraire du réel, et qu'on peut ensuite ordonner, stabiliser, comparer et faire de grandes théories à ce sujet. Donc la question de la théorisation est très importante évidemment dans le départ de l'anthropologie. Et il n'est évidemment à l'époque pas du tout question de remettre ou d'interroger simplement cette origine très juridique des outils pour ordonner ce réel, ces sociétés différentes, catégories qui sont celles, par exemple, de la parenté, mais aussi du gouvernement ou de la relation au territoire sous forme de propriété. Vous le devinez évidemment aisément, ce sont celles de la pensée juridique de l'époque. Donc à l'époque, le savant ne se préoccupe guère de recueillir lui-même les données empiriques, et les questions scientifiques se concentrent assez fortement sur la définition même du droit et ses conséquences, qui sont de savoir si ces sociétés ont ou pas du droit. Alors je vais vous épargner les différentes étapes de la transformation de l'anthropologie sociale et culturelle dans les différentes traditions régionales et nationales, pour me contenter de souligner que l'anthropologie juridique, j'en suis un peu déçue évidemment, enfin je dois quand même bien l'avouer, n'a pas particulièrement prospéré dans les traditions scientifiques que vous connaissez. Donc, à part moi, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'anthropologues du droit. On est hyper niche. Donc, je fais partie d'un groupe un peu rescapé par l'histoire. Et je pense que c'est sans doute que l'imbrication fondamentale, si vous voulez, entre ces catégories de pensée juridique et la théorie sociale explique en partie, il y a d'autres raisons un peu plus terre-à-terre et bassement humaines, mais ça explique très certainement la difficulté qu'il y a eu d'approfondir une pensée un peu robuste dans ce champ. Et c'est dommage, puisque ça pose des questions tout à fait fondamentales. Et cette anthropologie du droit se marque dans le temps et dans l'espace par un éclatement des appartenances. Vous êtes certainement en train de vous demander si je suis une vraie juriste ou plutôt une anthropologue. Donc ça, c'est en général la question qui se pose, et qui se pose de manière beaucoup plus viscérale dans des débats de publication, de promotion, etc., etc. Donc, qui est un véritable juriste, un véritable anthropologue? Tout ça, c'est absolument central dans ce champ. Et c'est un champ qui est aussi marqué par un très grand éclectisme théorique. Donc les sciences sociales sont elles-mêmes traversées par différents courants, plus ou moins objectivistes, plus ou moins herméneutiques, et l'anthropologie du droit aussi. Alors à ça se doublent évidemment les débats théoriques qui traversent le droit lui-même. Donc vous imaginez l'espèce de mal de tête de l'anthropologue du droit à la fin de la journée. Mais néanmoins,
quelque chose à subsister, et entre ce dialogue entre droit et anthropologie, on va voir émerger dans les années 90 des études ethnographiques. Donc une étude de terrain, une description de situations sur des terrains juridiques étatiques. Donc on a quitté les contrées exotiques ou exotisées pour revenir sur les productions ou l'application des règles de droit. C'est notamment les travaux assez classiques maintenant aux États-Unis de Sally Engelmeri, mais il y en a aussi évidemment dans les autres continents, notamment dans d'autres disciplines que l'anthropologie, puisqu'on va voir dans la sociologie pragmatique ou la sociologie du droit différents terrains être menés de manière plus ou moins fructueuse. Au niveau des thématiques, l'intérêt ou le développement d'approches ethnographiques va se porter sur l'étude des modes dits alternatifs de règlement de conflit, pour montrer très souvent à quel point ils n'ont rien d'alternatif et sont un petit peu la face obscure de l'idée de droit, du non-droit, qui est déjà prévu par le droit lui-même. Sur l'évolution de la justice familiale, dont on a aussi parlé précédemment, la transnationalisation des droits de l'homme, là c'est un objet particulièrement investi par Sally Engelmeri, l'accès aux tribunaux, le pluralisme juridique, et là j'en prends ma part. Et donc il semble en tous les cas, là, acquis qu'étudier les tribunaux, les parlements, les administrations comme des terrains comme les autres, disons, peut être utile dans les traditions de recherche. Alors, je ne vais pas vraiment chercher à répondre, et je pense que je ne peux pas, en fait, répondre à cette question de savoir si ces terrains sont dans un positionnement interne ou externe, modéré ou pas. Toujours est-il qu'ils existent et qu'ils sont menés par des anthropologues, des juristes, des sociologues, et qu'ils invitent à penser le droit, j'avais envie de dire par le bas, mais ça va induire une espèce d'opposition entre le micro et le macro à laquelle j'aimerais qu'on pense un peu plus, de manière un peu plus rigoureuse. En tous les cas, ce que ça nous invite à faire, c'est de saisir dans une certaine épaisseur et en temps réel les savoirs, les raisonnements juridiques, les actes juridiques, la mise en œuvre du droit, sans passer par une sociologie ou une pensée qui part ou qui est toujours étonnée de l'écart qu'il y aurait entre la règle et son application, entre la règle et les faits. À nouveau, comme l'idée de droit et de non-droit, en réalité, cet écart est donné d'avance. Et donc, commencer à le documenter n'a peut-être pas un intérêt aussi évident qu'on pourrait y penser. Je passe donc au point 2 de ma présentation. Pourquoi alors et sur quels objets adopter une démarche d'observation, d'enquête de terrain sur des objets juridique. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ces enquêtes de terrain? Et donc là, je vous recommande évidemment la lecture de l'ouvrage qui est dirigé par Ariane Amadou, qui est ici présente, et Armand Desprairies, et qui sort bientôt, mais également, pour rester dans un champ plus francophone, d'études qui sont menées notamment par Julie Colmans, Baudouin Dupré, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, Una Lemeur, Sophie Andretta, en Suisse, Esther González Martinez, en France, Jean-Marc Veller ou Nicolas Dodier. Pour d'autres références moins francophones, il y a les travaux très intéressants de Martha Comter sur les procès-verbaux aux Pays-Bas, ou encore Michael Lynch ou Max Travers, qui eux s'inscrivent dans l'héritage de l'ethnométhodologie de manière plus évidente. Donc tous ces ouvrages sont très enrichissants pour aborder et travailler la matière juridique au plus près des acteurs, donc savoir comment le droit est affecté par ces acteurs, et en retour comment ces acteurs sont affectés par le droit. Donc un intérêt primordial de ces approches est de ne pas figer l'analyse et d'essayer de saisir le geste juridique
comme une situation et donc dans sa propre épaisseur, en assumant totalement sa variabilité et donc en essayant de ne pas prépenser les oppositions, les catégories qui nous sont chères. Hein, dans l'enseignement, évidemment, elles peuvent être des outils pédagogiques tout à fait pertinents, mais pour rentrer dans un terrain, l'enchevêtrement, saisir l'enchevêtrement peut aussi donner des éclairages intéressants et une autre manière de produire du savoir. Donc ça ne remet pas en cause d'autres entrées, mais ça permet de stabiliser peut-être une autre manière de penser le juridique comme un phénomène qui est descriptible, puisqu'il fait l'objet d'une ethnographie, et quelque part en partage avec les acteurs qui sont dans des situations juridiques et qui sont donc bien obligés de supposer, même si ce n'est pas toujours vrai, qu'ils se comprennent. Puisque sinon, il n'y aurait pas de situation. C'est comme un peu maintenant, si vraiment vous ne comprenez rien à ce que je dis, on s'en va tous, ou vous commencez à vous agiter. Il y a donc une communication qui nous permet de continuer, de persévérer dans la thèse. Alors, c'est évidemment pas une approche qui convient à toutes les questions de recherche, notamment celles qui sont normatives, hein, d'entrée de jeu, ou plus herméneutiques, ou plus d'analyse textuelle, mais je pense qu'elle peut être très stimulante intellectuellement, et qu'elle va permettre de reformuler ou de repenser certains nœuds conceptuels qui sont propres à cette production du droit et du non-droit. Et donc ici, je vais juste vous parler de ma propre trajectoire pour illustrer cet effet de déplacement. Et j'ai déjà presque fini mon temps, mais j'ai dû remettre une petite crise. Donc en gros, quand moi je commence mes terrains ou mon terrain dans les années 2000, le matériau, donc je commence à travailler sur les sociétés amazoniennes, des sociétés amazoniennes qui s'emparent du droit puisqu'elles deviennent des acteurs tout à fait considérables dans la production du droit latino-américain, des nouvelles constitutions, une nouvelle convention de l'OIT qui consacre des droits des peuples autochtones, et ça va tellement loin que le pluralisme juridique, qui jusque-là était plutôt un vague objet de recherche et de publication, le pluralisme juridique devient lui-même un objet juridique puisqu'il est consacré par de nombreuses constitutions. Donc c'est un moment hyper juridicisé, disons, pour les sociétés amazoniennes. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais la littérature qui a beaucoup travaillé sur ces sociétés amazoniennes, sur les socialités amazoniennes, eh bien, elle dit tout le contraire. Elle dit que ce sont des sociétés, en suivant un peu les pas de Pierre Clastre, qui a été vraiment un penseur très important dans la constitution de l'anthropologie amazonienne ou amazoniste. Pierre Clastre dit que c'est des sociétés sans État, sans droit, et donc elles sont vraiment caractérisées par une absence de verticalité, une espèce d'allergie à toute grammaire explicite des règles, et donc on a un petit problème théorique puisqu'il y a une présence massive des règles de droit dans le réel et un appareillage conceptuel qui ne permet pas trop de s'en saisir, sauf à penser, et c'est un peu la tendance à l'époque, à penser que finalement ces dirigeants autochtones, ces sociétés amazoniennes, en fait ils se sont acculturés, mesdames et messieurs, ils ont perdu leur culture, et ça c'est vraiment très très grave dans l'anthropologie. Donc un culturalisme très très fort qui vient un peu en contrepoids d'une difficulté à appréhender l'investissement amazonien dans le droit. Et donc moi j'ai tourné autour de ça de manière un peu compliquée à l'époque, et c'est un peu grâce à l'approche praxéologique que j'ai réussi un petit peu à stabiliser ma pensée et à me dire saisis-toi de ce qu'ils font. On s'en fout de savoir si ils sont vraiment acculturés ou pas. Il faut rendre compte de ce travail juridique qu'ils mènent. Et ça, j'ai notamment eu une espèce d'épiphanie dans un moment où une scène d'observation dans un tribunal
tribunal pénal équatorien, avec un procureur qui reçoit une délégation de dirigeants autochtones qui remonte, mais vraiment, c'est pas, ça semble exagéré, mais c'est vraiment vrai. Il faut remonter un jour de marche du village où ils étaient installés pour arriver à la ville en question, et ils viennent déposer en réalité une demande que la Procuraduría, donc le procureur équatorien, se saisisse d'une affaire de meurtre dans la communauté en question. Et je me rends compte en dépouillant cette scène, puisqu'il faut remonter à partir du réel vers les documents que proposent les acteurs, que ces dirigeants ont été confrontés avec un flagrant délit et une réaction très forte de la communauté qui voulait se venger de l'assassin, du meurtrier, et lui rendre justice, donc l'exécuter. Grand débat qui fait l'objet d'un document tout à fait juridique dans lequel il y a d'abord une condamnation de ce meurtrier et puis retournement de situation et autres documents juridiques. Non, on va livrer le meurtrier à la police, au procureur. Avec et le document en fait état, avec toute une réflexion en termes de droits de l'homme. En fait, on ne peut pas tuer ce meurtrier. On est lié par les droits de l'homme. Donc, une vraie réflexion en termes de droits de l'homme qui apparaît dans ce document. Évidemment, pas tout à fait de la même manière que celle dans laquelle on la formaliserait nous-mêmes. Et l'issue de la scène, ce sont donc ces dirigeants face au procureur qui les regarde et descend un petit peu ses lunettes pour leur dire « Mais enfin, je pensais que vous aviez votre propre manière de résoudre vos conflits. » Et un refus, en réalité, ou un désengagement de la part de l'autorité étatique de se saisir du cas avec effectivement une condamnation ensuite très légère et une éviction de la famille de la victime du procès avec toute une série de conséquences sociales assez désagréables. Et donc ce que permet ce degré d'attention au terrain, c'est la découverte de ce cas déjà, la découverte que effectivement les droits des peuples, les peuples autochtones sont pas à rebours des droits humains, bien que la Constitution équatorienne formule cette opposition, mais au contraire en sont des acteurs et qu'on peut en rendre compte. Cette idée de renverser le pluralisme juridique ou le pluralisme normatif sur sa tête, je l'ai continuée en explorant d'autres terrains, des terrains sur les cours et les tribunaux en Belgique et en France, dans des tribunaux familiaux, de justice familiale, pour voir comment cette diversité ethno-nationale se donnait à penser et comment elle s'imbriquait aux règles juridiques. Je vais un peu vite pour passer sur le troisième temps de la présentation. Donc, comment faire ces enquêtes ethnographiques? Alors ici, je pourrais peut-être revenir sur ce point plus tard, mais ici vraiment l'idée principale, c'est l'observation. Donc, de privilégier l'observation de longue durée et en essayant de suspendre le plus possible ce que l'on sait sur les professionnels ou les acteurs du droit pour décrire, donc souvent en filmant, en enregistrant, pour avoir les détails des conversations au plus près. Et à partir de ces scènes-là, de remonter vers, faire une enquête conceptuelle, si vous voulez, vers les grandes catégories qui sont mobilisées ou pas par les acteurs, ce qui permet de mettre en évidence souvent des asymétries entre les professionnels et les non-professionnels du droit. Ça permet de rendre visible le travail très invisible que les acteurs engagés dans la production, l'application, le contournement des droits fournissent, qu'ils soient professionnels ou non. Alors, qu'est-ce que ça implique aussi ? Ça implique non pas de travailler avec des typologies, et donc pas avec une grande montée en généralité, mais avec des aires de famille, donc avec une multiplication des cas, et avec en amont un travail plus robuste, plus
engager dans la sélection de ce qu'on va observer. En général, un changement, donc les scènes judiciaires, juridiques à observer sont plus riches si elles émergent après un changement du droit ou un impact, un changement de cadre d'organisation ou autre. Donc ça, c'est pour le comment, qui est évidemment pas facile et qui nécessite de suivre les acteurs au plus près et de leur laisser nous montrer les indications, ce qui fait droit pour eux. Alors les limites, c'est d'accepter de suspendre toute théorie du social. Donc c'est peut-être une bonne idée dans un premier temps, puisqu'il y a énormément de tensions dans les sciences sociales au sujet de la théorisation du social, entre, je le disais, des approches plus objectivistes et plus herméneutiques. Donc peut-être que de suspendre ce débat pour entrer dans la chair, comme on l'évoquait tout à l'heure, des situations juridiques pour les penser en tant que telles. Donc ça peut être un peu insatisfaisant à certains égards, mais la multiplication des cas, elle permet de voir se dégager certaines formes. Il faut nécessairement admettre de s'éduquer à hauteur du terrain et articuler d'autres approches. Ce que ça permet par contre en termes d'entrée ou d'output, si ce n'est pas une grande généralisation du social ou du droit, c'est des outils quasiment ergonomique pour faire des formations avec les professionnels du droit. Et ça, c'était une ouverture qui était déjà envisagée lors de la création du séminaire et qui va certainement permettre à Olivia de rebondir sur son expérience en tant que professionnelle, puisqu'on voit de manière très minutieuse et de manière étendue les contradictions que les professionnels du droit vont mettre en œuvre et qui peuvent faire l'objet de formation. Donc Olivia, je te laisse après avoir Merci beaucoup Barbara pour